Le rayonnement micro-ondes 5G peut manipuler la météo et l'homme. Interview téléphonique avec Barry Trower, spécialiste des micro-ondes, partie 2. Selon un rapport du magazine économique allemand Wirtschaftswoche du 23 février 2019, Internet va bientôt venir de l'espace. L'appel international Stop 5G sur la Terre et dans l'espace écrit également qu'au moins 5 entreprises ont l'intention d'envoyer la 5G depuis l'espace. Cela se ferait à l'aide de satellites en orbite basse et moyenne de la Terre, qui couvriraient toute la Terre avec des faisceaux puissants, groupés et contrôlables. Dans la première partie de l'entretien téléphonique, le Britannique Barry Trower, ancien responsable de la Royal Navy pour les armes à micro-ondes, a parlé de la guerre aux moyens d'ondes millimétriques, lesquels sont utilisés depuis 1949. Dans cette deuxième partie, il parle des possibilités techniques et des dangers de la 5G émise depuis l'espace. Cette deuxième partie continue avec la question de savoir comment les humains et la nature peuvent être manipulés par le rayonnement à ondes millimétriques, par exemple en provoquant au moyen de différentes fréquences des sentiments comme le désespoir, l'agressivité et des pensées suicidaires. Selon Barry Trower, le plan Internet 5G depuis l'espace détruira lentement toutes les plantes et donc tout le sol de la Terre, car ce sont les plantes qui maintiennent le sol en vie. Il explique aussi qu'il est aujourd'hui déjà mathématiquement et théoriquement possible de déclencher des tremblements de terre au moyen d'ondes millimétriques. Barry Trower conclut en répondant à la question de savoir qui est responsable du rayonnement 5G à venir et quelles sont les alternatives techniques disponibles. Voyez aussi nos autres émissions sur la 5G et diffusez-les largement. Inscrivez-vous si vous souhaitez recevoir régulièrement des informations sur le développement de la 5G et être informé des activités dans votre région. Voici maintenant la deuxième partie de l'interview téléphonique avec Barry Trower. Est-il possible de manipuler les personnes ou de contrôler leur conscience à l'aide d'un rayonnement à ondes millimétriques comme la 5G? Oh oui, absolument. Vous n'avez même pas besoin de la 5G. Vous pouvez le faire avec de l'énergie. C'était la première application pour la 5G. Cette recherche n'est pas nouvelle. Quand je dis cela maintenant à des conférences, les gens me regardent comme si j'avais deux têtes. Cette recherche a été effectivement réalisée et écrite en 64 avant Jésus-Christ par un scientifique grec vivant en Égypte appelé Ptolémée, épelé avec un P et un T au début. Les Ptolémées étaient d'ailleurs des scientifiques très intelligents. Il a fait chauffer divers objets, puis il a fabriqué une roue pleine et l'a placée devant les visages des gens et a percé des trous tout autour dans la roue. Puis il a fait chauffer des blocs de métal ou d'autres minerais ou d'autres substances et tourné la roue devant leurs yeux avec le rayonnement de l'autre côté du bois. Les radiations passaient donc à travers ces trous et les impulsions sont entrées dans les yeux et le cerveau. Il a écrit une publication à ce sujet qui est encore utilisée aujourd'hui et qui montre que les impulsions de rayonnement vont dans les yeux. À l'époque, on s'en servait comme d'un gag lors des fêtes pour donner le vertige à des personnes afin qu'elles tombent pour provoquer chez elles des crises d'épilepsie pour leur faire perdre le contrôle. Mais les impulsions utilisées dans la guerre, pendant la guerre froide, pouvaient susciter dans l'organisme les mêmes symptômes que la morphine, la marijuana, la faim, le désespoir qui peut mener au suicide, l'agressivité, et si l'on met une fréquence de pulsation spécifique, cela mène à une agressivité sexuelle, des hallucinations, etc. Il pouvait vous donner envie de simplement vous allonger sans bouger. En fait, il y avait un scientifique à l'université de Yale, je le dis poliment. Je pense qu'il a été expulsé de l'Institut parce qu'il n'était pas d'accord avec la direction qu'il a prise. Son nom est José Delgado. Et il a écrit que toute humeur ou tout sentiment dans le corps pouvait être provoqué. Il utilisait toutes sortes d'ondes électromagnétiques, y compris des ondes millimétriques. Puis il est parti de Yale pour l'Espagne, et avec ces ondes millimétriques, il est entré dans une arène et a pu arrêter un taureau lancé en pleine charge. Il l'a arrêté tout simplement. Et il a dit et aussi démontré qu'il pouvait exciter sexuellement des femmes. Il pouvait amener des hommes à dévaster la pièce dans laquelle ils se trouvaient.
Il a dit aussi que toutes les humeurs et toutes les émotions pouvaient être déclenchées. C'était dans les années 70. Vous pouvez donc vous imaginer ce qu'il peut faire aujourd'hui. Oui, c'est évident. Et maintenant regardons l'espace. Dans un proche avenir, un champ de rayonnement sera théoriquement créé depuis l'espace et sur toute la surface de la Terre au moyen de milliers de satellites. Selon vous, est-il possible techniquement d'irradier toute la surface de la Terre ? Ah oui, certainement, et je peux vous dire pourquoi. Autour de la Terre, il y a différentes couches. Mais à environ 60 000 de hauteur, vous avez l'ionosphère. Essentiellement des couches d'hydrogène et d'hélium qui sont électriquement conducteurs. Ce qu'on peut faire, et c'est déjà fait aujourd'hui à ma connaissance, il y a aujourd'hui 16 installations sur la planète qui utilisent une géométrie simple et un indice de réfraction. La plus célèbre est HAARP, H-A-A-R-P, en Amérique du Nord. Ce qu'on fait, c'est envoyer des ondes millimétriques et des ondes millimétriques pulsées groupées partout sur la Terre, parce que l'ionosphère les reflète. Elle reflète les ondes millimétriques, tout comme un miroir reflète la lumière. Effectivement, les États-Unis, s'ils le voulaient, pourraient envoyer un faisceau d'ondes millimétriques dans l'ionosphère et pourraient le refléter sur vos arbres, votre bétail, vos cultures et pourraient les détruire. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Et si vous en envoyez plusieurs, en fait il parle de centaines de milliers de satellites, vous pouvez envelopper toute la planète avec des ondes millimétriques. Il y a par exemple des satellites dans le ciel qui diffusent la télévision dans des pays entiers. Et maintenant ils vont lancer toutes ces centaines de milliers de satellites. Mais ils négligent deux choses. La première, c'est qu'ils vont détruire toutes les plantes vivantes de la planète. Absolument toutes les plantes. Et cela, nous le savons déjà. Je pense que cette expérimentation a été faite en Allemagne et qu'elle a été mise par écrit par des écoliers. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris un de ces téléphones sans fil avec lesquels on peut se balader dans la maison. Ils émettent aussi lorsque le téléphone est raccroché. Ils émettent tout le temps, jour et nuit. Et ce que ces enfants ont fait, c'était en Allemagne, c'est qu'ils ont mis des plantes très près d'un de ces téléphones connectés et ils ont vu que ces plantes ne poussaient plus. Le signal émis était très faible et ils avaient des plantes dehors qui se développaient normalement. Il y avait du cresson de fontaine et toutes sortes de plantes. Et donc ils ont constaté que les plantes ont été détruites par les ondes. Et cela a été reproduit à maintes reprises. Ça va vraiment d'abord détruire lentement toutes les plantes de la planète, soit parce que leur résistance aux bactéries sera affaiblie, soit parce que la plante elle-même sera détruite, probablement les deux. Ça détruira le sol parce que ce sont les plantes qui aident à garder le sol en vie. L'autre chose qui va arriver, c'est que toutes les créatures volantes de la planète seront détruites. Parce qu'à l'heure actuelle, elles peuvent voler vers des endroits où il n'y a pas d'ondes millimétriques et peuvent ainsi récupérer et se reproduire. Mais une fois que la planète sera saturée, les insectes ne pourront aller nulle part ailleurs. Mais il y a encore plus grave que ça, c'est que, et beaucoup de gens ne le savent pas à propos de l'écologie de notre planète, c'est qu'environ 70% d'un poisson est de l'arbre. Et la raison en est que lorsque les feuilles tombent en automne, elles sont emportées dans les eaux de surface ou bien elles pourrissent dans le sol et les eaux de pluie les entraînent dans les rivières. C'est ainsi que la biomasse se retrouve dans les mers, les lacs et les rivières. Il y a là une énorme chaîne alimentaire, un réseau alimentaire. Les plus grands réseaux alimentaires de la planète se trouvent dans les océans. Et ils commencent avec les bactéries, et c'est les bactéries qui mangent les feuilles et qui sont elles-mêmes à leur tour mangées par d'autres bactéries, puis par des organismes unicellulaires, plus gros, et c'est ainsi que tout s'enchaîne depuis l'arbre.
et donc 70% de la matière des poissons provient des arbres. Cela provient véritablement de ce qu'un arbre a rejeté. Donc si vous détruisez les arbres, vous détruisez aussi les poissons vivants et pratiquement tout ce qui vit dans les océans. Mais à cela s'ajoute une autre étape. Je suis désolé que les réponses soient si longues, mais c'est très important. Vous avez des bactéries à la surface de tous les océans et mers appelées coccolycopores, et ces coccolycopores sont essentiels pour votre survie en Allemagne, pour la raison suivante. Ils produisent un produit chimique appelé diméthylsulfide, qui est le seul produit chimique sur la planète dont on connaît la capacité à former des nuages ou qui est chimiquement impliqué dans la formation des nuages. Ils produisent du diméthylsulfide. Ils le produisent comme un déchet, il va dans l'atmosphère et se mélange avec les produits chimiques de l'atmosphère et ainsi il est utilisé. Et c'est la seule substance qui est utilisée dans la formation des nuages. Mais les coccolycopores sont très sensibles au dioxyde de carbone, qui tombe sous forme de pluie acide ou se présente sous forme d'eau acide. Lorsque vous détruisez les arbres quand ils poussent, ils prélèvent une énorme quantité de dioxyde de carbone de l'atmosphère et l'utilisent avec la photosynthèse pour faire du sucre, pour se développer, comme cela se produit dans toutes leurs cellules. Si vous détruisez les arbres, le dioxyde de carbone augmentera à la surface des océans et vous aurez aussi une planète sans nuages. Alors, si on installe ces satellites, et si les personnes qui prévoient cela avaient plus de 2 cellules cérébrales pour comprendre les liens de cause à effet, et si elles demandaient à n'importe quel scientifique ayant n'importe quelle connaissance ce qui se passera, il pourrait le leur dire. Mais si ça continue, alors la Terre prend le chemin de la destruction. Parce que les satellites n'ont pas d'interrupteur d'arrêt. On ne peut pas dire tout à coup « Oups, il y a une petite erreur, il faut monter et éteindre 300 000 satellites. » Parce que quand ils sont en fonction, ils sont en fonction. Donc la réponse à votre question est que pour toutes ces raisons, on va détruire la planète et pratiquement tout ce qui s'y trouve, sauf les bactéries. Permettez-moi une question plus technique sur les satellites. Vous avez dit que d'une certaine façon, cette ionosphère, qui se trouve à environ 60 miles au-dessus de la Terre, est conductrice. Et je comprends donc que l'on peut envoyer des ondes de la Terre vers cette couche et refléter le rayonnement à la Terre. Comment peut-on pénétrer cette couche par le haut à partir d'un satellite au-dessus de cette altitude? Eh bien, c'est possible. Si ces ondes sont émises au-dessus de l'ionosphère, il suffit de les pointer perpendiculairement afin qu'elles traversent directement. Car elles ne sont reflétées que si elles la touchent selon un autre angle, tout comme les rayons du soleil sur une vitre. Quand les rayons du soleil tombent sur la vitre perpendiculairement, ils passent juste à travers. Si les rayons du soleil brillent obliquement sur la fenêtre, une partie passe à travers, une autre est reflétée. Mais il y a un aspect encore plus dangereux. Et beaucoup de gens disent que c'est déjà en train d'être fait, que si vous envoyez des micro-ondes d'une certaine longueur d'onde directement sur la planète, vous pouvez créer des ondes stationnaires sur la planète et à l'intérieur de celle-ci, où les ondes deviennent de plus en plus grandes. Il est donc mathématiquement et théoriquement possible de provoquer des tremblements de terre. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Mais mathématiquement, il est certainement possible de créer des ondes stationnaires, de provoquer un tremblement de terre, ou de changer la météo. On peut également changer la météo en réchauffant l'atmosphère et en changeant simplement un des courants jets, et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la Terre évolue en cycle. Vous avez le cycle du carbone, le cycle de la roche, le cycle océanique, et certains de ces cycles durent des dizaines de millions d'années. Et quand vous commencez à changer ces cycles, car ils sont tous liés, vous ne pouvez changer un cycle sans affecter les autres. Vous avez les cycles de chaleur des grands fonds marins. Il y en a beaucoup et quand vous en changez un, vous commencez à changer tous les autres.
Et ce que vous pourriez faire, et curieusement, il y a un médecin qui a écrit cela très récemment, et je pense que c'est hier que quelqu'un me l'a dit, un médecin dont je ne connais pas la spécialité, a dit qu'avec ce que nous faisons, nous allons probablement ramener en arrière l'évolution de la planète à environ 2 millions d'années. Vous pouvez couper cette partie. Enfin, c'est juste si quelqu'un veut en savoir plus sur ce sujet. Un monsieur est venu chez moi il n'y a pas si longtemps. Sir Julian Rose. Donc, Julian Rose est venu. Il a été fait chevalier par la reine dans notre pays. Il est plutôt inquiet à ce sujet. Il était chez moi toute la journée à me poser des questions précises sur l'environnement et il l'a mis, je n'ai pas d'ordinateur, il l'a mis sur quelque chose appelé YouTube et si vous tapez sur YouTube Sir Julian Rose et Barry Trower, c'est Barry, B-A-2-R-I-E, Trower, T-R-O-W-E-R. Donc, si vous entrez cela, dans les commentaires en dessous, il y a ce médecin qui a dit que nous ramenons l'évolution en arrière de 2 milliards ou 2 millions d'années, et il a tout à fait raison, parce qu'en réponse à votre question sur ce que nous allons faire, nous allons ramener l'évolution d'au moins quelques millions d'années en arrière, et probablement 1 milliard. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit au sujet de la météo avec ces micro-ondes, et de l'effet des ondes stationnaires, etc., serait-on en mesure, ou est-on déjà en mesure d'influencer le temps qu'il fait en déclenchant des tempêtes ou d'autres effets semblables? Oh, absolument, vraiment. Le temps a déjà changé. Je sais qu'il en est ainsi. On l'utilise dans la guerre et je sais qu'on a utilisé, pas des micro-ondes, mais c'est un procédé semblable. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont changé la météo au-dessus du Vietnam, de sorte que les Vietnamiens ne puissent pas acheminer leurs provisions là où ils en avaient besoin. Influencer la météo est une grande spécialité et incroyablement facile à manier. C'est encore plus facile avec des installations comme HAARP. C'est incroyablement facile avec leur grand système de 140 stations. Je pense qu'il y en a environ 140. Les gens ont écrit des livres sur la façon de changer la météo. Le problème, c'est qu'une fois qu'on change ça, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça le problème. Je pense que c'est l'un des plus grands dangers ou le plus grand danger auquel la planète est maintenant confrontée. C'est quelque chose comme ça qui s'est déjà produit lorsque les scientifiques ont tenté d'éliminer le plomb dans l'essence. En fait, l'industrie pétrolière les a traduits devant la justice. Et l'industrie, avec ses avocats très coûteux, a gagné et les scientifiques qui ont essayé d'éliminer le plomb dans l'essence ont perdu. Il n'y a aucune partie de cette planète, du pôle nord au pôle sud, où l'on ne peut pas détecter le plomb venant de l'essence qui est entré dans l'atmosphère et de là sur la planète. Vous pouvez même en trouver dans la neige au pôle nord et au pôle sud. Il n'y a pas une seule partie de la planète qui ne soit pas contaminée. Quand on pense au plomb dans l'essence, au danger qu'il représente pour le cerveau des enfants, pour les asthmatiques, etc., le nombre de décès doit être phénoménal. Ça, c'est déjà assez grave. Et en comparaison à cela, ce que nous avons là maintenant est encore pire. Ça va être bien pire que cela. Et encore une chose, si vous avez des scientifiques, et je sais que les scientifiques allemands sont extrêmement intelligents et que certaines des meilleures publications de recherche viennent de votre pays. Si vous avez des scientifiques qui m'écoutent et qui aimeraient que je passe en revue avec eux les parties les plus impliquées du cerveau ou du processus cellulaire, dites-le moi s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour cette référence et nous y reviendrons peut-être ultérieurement. Permettez-moi à présent d'aborder brièvement les éventuelles mesures de prévention ou de protection. Dans une conférence précédente, vous avez parlé du fait qu'il y a des pays qui veulent protéger leur population des rayonnements de micro-ondes. Quels sont ces pays
Et quelles mesures de protection sont prises? Il y a effectivement 58% de la population mondiale qui prend des mesures pour protéger les femmes enceintes et les enfants. Maintenant, je dois faire très attention ici, parce que dès qu'un pays dit qu'il va le faire, l'industrie vient avec des wagons pleins de juges et d'avocats et commence à causer des problèmes. Je peux vous dire ce qui a été publié. Par exemple, en Chine, si vous êtes une femme enceinte en Chine, vous devez porter des vêtements de protection par-dessus votre ventre, sinon vous pouvez être arrêté. Très beau pays, pour autant que je sache, mais vous pouvez être arrêté dans la rue par la police qui vous demandera de montrer vos vêtements de protection. Donc, ils protègent l'utérus. Je sais d'Israël et de certains pays européens, en particulier la France, que les micro-ondes sont ou doivent être retirés des crèches, des maternelles, des écoles, de certaines bibliothèques publiques, de certaines écoles supérieures et universités, où les jeunes gens étudient, ou bien là où il y a des femmes en âge de procréer. Je sais qu'en Russie, il y en a qui mettent en bas des antennes. Ils ne prennent même pas la peine de demander. Ils les démolissent là où ils n'en veulent pas. Plusieurs pays s'opposent aux compteurs intelligents avec l'argument qu'ils sont beaucoup trop dangereux et que l'industrie a induit les gens en erreur sur les dangers mortels et sur la façon dont ils fonctionnent réellement. Je réfléchis, mais je ne suis pas sûr. Je sais de quel pays il s'agit, mais je ne pense pas que je puisse en parler au téléphone. Donc vous devez me croire sur parole. Je sais qu'il y a plusieurs pays qui refusent les compteurs intelligents qui sont sans fil. On peut avoir des compteurs intelligents sans cette fonction. Une des façons de résoudre le problème est d'avoir un compteur intelligent connecté à un câble à fibre optique et alors il n'y a aucun problème. Le problème, c'est les compteurs intelligents sans fil, car ils fonctionnent avec la fréquence Wi-Fi et cette fréquence Wi-Fi est une fréquence Wi-Fi d'armes connues qui a fait ses preuves. Mais je sais que 58% de la planète prend des mesures pour protéger leur pays, et cela vous met déjà dans un dilemme dans votre pays allemand. Parce que si vous ne faites rien, alors vous avez une situation mondiale avec des pays où des enfants en bonne santé naissent et leur population augmente, ce qui signifie qu'ils vont chercher plus de terre. Et puis il y a 42% de la planète où la population sera malade et en déclin et qui sera vulnérable à l'immigration de masse. C'est ce qu'a dit le président Poutine, et j'ai le document. Lorsque quelqu'un lui a dit, et c'était en rapport avec la guerre froide, « Pourriez-vous jamais imaginer conquérir l'Amérique ?» Il a ri et il a dit, « À quoi bon ?» Il a dit, dans 3 ou 4 générations, ils n'auront plus assez de monde pour construire leurs centrales nucléaires, leurs missiles, leurs navires de guerre nucléaire. Il a dit que dans 3 ou 4 générations, tout le monde pourra entrer dans le pays, et il a tout à fait raison. Ce n'est plus une question économique, à savoir combien d'argent allons-nous en retirer, mais ça devient un sujet politique qui soulève précisément la question suivante. Voulez-vous protéger votre pays ? Quand vous commencez à chercher, ici je retourne à l'époque de la guerre froide, alors les personnes arrêtées avec qui j'avais affaire étaient communément appelés espions ou traîtres. Ceux qui avaient donné les informations aux espions étaient des traîtres, et les traîtres étaient les gens qui, pour une raison ou une autre, ont vraiment sacrifié leur pays. Si vous regardez en Allemagne, et si vous regardez vos décideurs, si vous regardez les gens qui disent « Nous aurons des compteurs intelligents, nous aurons ceci, nous aurons cela », et puis si vous leur dites « D'où tenez-vous vos informations, montrant que ça ne nuira pas à ce pays ?» Et ils désigneront quelqu'un d'autre au-dessus, et vous irez le voir et vous lui poserez la même question. Vous irez de plus en plus haut. Et je suis allé dans des pays, l'un d'entre eux est Malte, je suis allé dans des pays où une seule personne prenait les décisions et signait pour l'ensemble du pays.
une seule personne. Dans certains pays, vous trouverez cela, et c'est en rapport avec 58% de la planète. Vous constaterez que la personne qui a pris la décision pour votre pays n'a même pas votre nationalité. Ils sont d'une nationalité complètement différente et conseillent les personnes de votre pays sur ce qui est bon pour elles. Mais vous en êtes là maintenant. Et si vous continuez à suivre ce sujet, et si vous lancez un bon journaliste d'investigation sur ce terrain-là, je parie qu'il n'y a pas plus de 3 personnes dans toute l'Allemagne qui prennent les principales décisions. Pas plus de 3 personnes. Et ce sont celles qui, pour une raison ou une autre, vont vendre votre pays, parce qu'ils savent ce qu'ils font. C'est un point auquel ma question suivante fait référence. Il s'agit de savoir qui est responsable en arrière-plan ou au sommet, qui, d'une façon ou d'une autre, approuve ou fait ces choses. Je peux vous dire qui c'est pour l'Europe. Il y a 3 ou 4 organismes différents, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants et 2 autres, mais ce sont essentiellement les mêmes personnes qui se confient mutuellement les tâches d'une organisation à une autre. Il y a beaucoup d'organisations et je pense qu'il y a environ 24 personnes qui contrôlent 42% de la planète. Aucune d'entre elles n'est élue, pas une seule. Elles sont toutes autoproclamées. Aucune d'entre elles n'est élue. J'essaye de penser aux 2 autres aussi, mais je ne vois pas. Il n'y en a que 3 principales. La plus importante est la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, et ce sont des personnes autoproclamées. Ça a commencé avec « Je connais le responsable d'un de ces organismes ». Le responsable de l'un de ces organismes était le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Il était en même temps conseiller auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Michael Repacoli, et je pense qu'il est maintenant à l'Université de Rome. Il a été président de l'un de ces comités, mais aussi consultant rémunéré de l'industrie. On a donc des gens qui sont des experts autoproclamés dans le domaine des ondes millimétriques et qui établissent une directive. Ce n'est pas une loi, c'est une directive que, pour une raison quelconque, d'autres pays choisissent de suivre. C'est 42%, essentiellement l'Amérique du Nord et du Sud, le Canada, l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils sont sous la souveraineté de ces 3 organisations. Mais vous constaterez qu'ils sont autoproclamés. Et ils nomment leurs propres ambassadeurs dans les pays. Et à cause des revenus qui sont phénoménaux, les gouvernements ne sont que trop impatients de les croire. L'autre problème, c'est que les grands barons des médias qui possèdent les satellites, les chaînes de télévision et les journaux sont aussi membres de ces groupes, ou financent ces groupes, ou travaillent avec eux. Il y a très peu de sociétés de médias indépendantes, voire aucune. Autrefois, il y en avait des centaines qui savaient dire la vérité. Maintenant, ils ne mentent pas, mais ils cachent la vérité. C'est la différence. Une dernière question. Existe-t-il des alternatives à ce système d'ondes millimétriques si l'on veut réaliser cet objectif technique de connecter des objets et de relier des personnes dans un réseau de communication mobile? Oh, absolument, absolument. C'est une question brillante, monsieur. Absolument. Il n'est pas nécessaire d'avoir des ondes millimétriques dans l'atmosphère. On pourrait toutes les éliminer. En fait, le système fonctionnerait mieux. Et c'est ça ce qui est stupide. On pourrait avoir un meilleur système sans en craindre les dangers, et c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de faire passer un câble à fibre optique de votre ordinateur à l'émetteur. C'est tout, c'est tout. Vous éliminez alors les ondes millimétriques. Si l'on avait des micro-ondes dans l'air seulement pour l'armée et la police, ce serait insignifiant. La puissance, bien que dangereuse, serait minime. Cela vaudrait la peine de prendre le risque. Mais même dans ce cas, on n'en a pas besoin parce qu'on pourrait utiliser les ondes radio. Vous pourriez sortir et utiliser des longueurs d'onde différentes. Pas besoin de micro-ondes. Vous pourriez l'utiliser dans la maison et vous pourriez utiliser ce qu'on appelle le Li-Fi ou la lumière. Cela fonctionnerait. La seule raison pour laquelle ils utilisent des ondes millimétriques
Et c'est une raison très simple, c'est qu'en 1999, entre 350 et 500 entreprises parmi les plus puissantes du monde ont choisi cette longueur d'onde spécifique, sans en parler à des gens comme moi, qui est en fait la longueur d'onde la plus mortelle car elle cause les plus graves dommages cérébraux. 500 des entreprises les plus puissantes au monde ont maintenant créé les bases et tout ce qu'il faut pour mettre le Wi-Fi partout, y compris dans les compteurs intelligents. Et ce qu'ils ne peuvent pas faire maintenant, parce que le génie est sorti de la bouteille, c'est de dire « Oups, désolé, nous allons causer plus de souffrance et de morts dans le monde que la peste de 1664 et de 1340. » Ou « Nous allons causer plus de souffrance et de morts que tous les fléaux du monde entier. » Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit des clauses d'exclusion. Vous verrez que les gens qui signent pour avoir ces choses chez eux, dans leurs écoles, dans leurs collèges, dans leurs bâtiments administratifs, que ces personnes qui signent pour avoir les antennes sur leur terre en assument l'entière responsabilité légale. Les compagnies d'assurance se sont retirées. Elles l'ont fait il y a des années. Et vous constaterez que les entreprises, les 500 plus grandes sociétés Wi-Fi, les industries les plus puissantes du monde, sont maintenant légalement libres parce que la responsabilité est répartie sur toute la population. Alors maintenant ils disent « Quoi? Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Vous l'avez choisi, à part les compteurs intelligents. » Il s'agit d'un domaine délicat dans lequel les avocats aimeraient s'impliquer. Parce qu'avec les compteurs intelligents, ils disent « Nous le mettons de force dans votre maison. Nous le mettons de force devant votre maison. Et même si de l'autre côté du mur, il y a un lit d'enfant. Ils disent « Nous les mettons partout. Vous serez plongé dans ce filet qui est beaucoup plus dangereux qu'ils vous le disent et par la force. » C'est donc une toute autre paire de manches. Parce que je pense qu'ils peuvent être traduits en justice et ils peuvent être jugés. Je ne sais pas exactement où en est la loi sur ce point, mais la seule raison pour laquelle vous avez ces choses, c'est ce conglomérat qui fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est 17 billions d'euros. Tout pourrait être plus sûr, mais c'est moins rentable. Ils perdraient des bénéfices s'ils mettaient en place l'infrastructure pour l'équipement global en fibre optique. Ils perdraient leurs bénéfices s'ils développaient le Li-Fi. Ils perdraient leurs bénéfices s'ils passaient à une autre longueur d'onde, parce que tous les opérateurs devraient procéder à de légers ajustements. C'est donc le plus rentable et le plus légal, sans conséquence, à part les compteurs intelligents, et je soupçonne que les gens qui ont des compteurs intelligents en portent la responsabilité quand ils l'ont sur leur terrain. Voilà donc la réponse. Les 500 entreprises les plus puissantes disent que si vous n'aimez pas ça, c'est votre faute. C'est aussi simple que ça. Oui, merci beaucoup. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir pris autant de temps pour nous et d'avoir répondu à ces questions avec autant de détails.